On ne parle que de ça, un tsunami bleu, c'est la une du Figaro ce lundi pour parler des résultats des élections municipales et pour les débriefer la crème de RTL, les deux éditorialistes stars de la station, Jean-Michel Apathy, Alain Duhamel. Merci beaucoup d'être là en ce lundi matin. Merci de nous avoir invités. Vous, s'il fallait qualifier les résultats d'hier soir, vous diriez quoi en quelques mots? Surprenant par l'ampleur quand même, je pense. C'est-à-dire qu'on peut toujours envisager un événement. La défaite de la majorité était un peu inscrite dans le paysage. Après, quand elle se produit avec cette ampleur, on est quand même un peu surpris. Oui. Alain? C'est un mascaré. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'une vague ou qu'un flux habituel. Et en même temps, le propos du mascaré, c'est qu'il est quelquefois unique. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène très important, mais dont il est difficile de savoir s'il va se reproduire ou pas. Vous avez dit hier soir sur RTL, vous avez parlé de catastrophe historique. Ah ben évidemment, c'est une catastrophe historique pour la gauche, parce que jamais, depuis la libération, jamais la gauche, ni d'ailleurs la droite dans l'autre sens, n'avait perdu autant de mairies de plus de 10 000 habitants au deuxième tour. Ça ne s'était jamais produit. Donc évidemment, c'est quelque chose, et ma crainte depuis hier soir, d'ailleurs je sais que Jean-Michel pense la même chose, c'est qu'il n'y ait pas assez de conséquences qui en soient tirées. C'est un phénomène qui est considérable, qui veut dire beaucoup de choses, des rapports des Français, non seulement avec le gouvernement, mais avec la politique, mais avec l'économie. Et c'est le moment d'en tirer des conséquences. Mais ça, on a l'impression qu'on l'entend depuis des années, au final. Il y a des revers à chaque fois pour la gauche, la droite, la montée du Front National, etc. etc. On a envie de se dire aujourd'hui, finalement, rien de neuf sous le soleil. La figure est classique en France, c'est-à-dire que les élections intermédiaires, et puis à un moment même l'élection principale, l'élection présidentielle, traduit toujours une défiance vis-à-vis de ceux qui exercent le pouvoir. Donc effectivement, on entend tout le temps qu'il faut tirer des leçons, que ceux qui gouvernent sont systématiquement battus en France depuis maintenant de très très longues années, ce qui n'est pas vrai dans les pays qui nous environnent, donc ce qui traduit bien un problème de confiance entre l'opinion publique et la politique. Mais c'est vrai que l'ampleur même de la défaite de la gauche, et donc de la victoire de la droite, mais surtout de la défaite de la gauche, dit bien que le fossé se creuse encore et qu'on n'a toujours pas trouvé les réponses pour fabriquer de la confiance par rapport à la politique. Et il n'est pas certain que les réponses qui seront apportées dans la journée, un peu plus tard, soient de nature à restaurer la confiance. Donc Alain, on l'entendra encore. C'est le constat que vous faites aussi? Moi, ce qui me frappe dans cette élection, c'est beaucoup moins la percée du Front National ou même le fait que l'UMP et les centristes à moindre degré soient les grands bénéficiaires, que l'énorme claque de la gauche, moins de 2 ans après l'élection présidentielle. Et ça, je crois que ça veut dire quelque chose d'assez simple, qui est que les Français ne font plus jamais confiance à un pouvoir politique a priori. Ils jugent sur résultat. Or là, il y a très peu de résultats perceptibles. Donc il y a non seulement un désenchantement, mais il y a un ressentiment. Bon. À quoi il faut ajouter, mais ça je reconnais que c'est vrai pour chaque campagne présidentielle victorieuse, qu'entre ce qui était proposé pendant la campagne, et notamment à la fin de la campagne, et ce qui est mis en œuvre, et a fortiori ce qu'on voit comme résultat, il y a évidemment non pas un décalage, mais un gouffre, une abîme. Vous parlez de la gauche, c'est ce qui vous a marqué, vous, Alain. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on en fait trop sur les villes FN? Est-ce qu'on met trop de loupe sur les résultats d'hier soir? Disons que le rapport est très décalé entre l'intérêt que l'on a porté au Front National et puis le résultat tel qu'il est. Le Front National gagne 10 villes, 12, 13, si on compte 15 avec les... Oui, c'est beaucoup ou pas beaucoup? C'est à la fois important parce que ça traduit une implantation du Front National. Il retrouve, dit-on, des niveaux de 1995, mais à mon avis, le personnel aujourd'hui du Front National est assez différent, sans doute moins dogmatique, avec une volonté professionnelle plus grande, donc sans doute une capacité de progression qui est importante, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et puis, les élections qui donnent vraiment le pouvoir, législatif ou présidentiel, c'est un autre schéma que les élections municipales. Donc, on ne peut pas dire que le Front National s'impose comme une force incontournable dans la vie politique française à la suite de ces élections municipales. Et moi, ce qui m'a frappé pendant toute la campagne, c'est la place démesurée que les médias, et en particulier d'information continue, ont donnée au Front National. Quand on regarde objectivement les résultats d'aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de conseillers municipaux et le nombre de villes,
Marine Le Pen passe son temps à dire « nous sommes maintenant la troisième force politique française ». Les communistes ont plus de conseillers municipaux et de communes qu'eux. Les centristes ont plus de conseillers municipaux et de communes qu'eux. Ils sont le 5e parti. Quand on regardait l'information continue ou quand on l'écoutait pendant la campagne, on avait l'impression que c'était un match à 3, UMP, PS, Front National. Bon, et là, il y a un effet d'optique, il y a même un effet de loupe qui a forcément aussi une influence. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de phénomène Front National. Il y a un phénomène Front National. Mais je pense qu'on le présente de façon démesurée. Mais c'est quand même un match à 3. Droite, gauche et Front National. Voilà. C'est quand même un match à 3 et le Front National, sans doute, récupère des voix de gens qui, entre droite et gauche, n'ont plus envie de choisir. C'est aussi un phénomène d'aujourd'hui. C'est un match à 3 dans la mesure où il y a des alliances entre municipales, entre socialistes, écologistes et Parti communiste, et où il y a des alliances, évidemment, a fortiori à droite, entre centristes et UMP. Mais il n'empêche qu'il y a eu un effet déformant sur le Front National. Le Front National a fait une percée, mais on a l'impression que c'est un geyser. Ben non, on n'a pas découvert de pétrole. On va évidemment aujourd'hui tous regarder le sort de Jean-Marc Ayrault et du gouvernement. Je vous propose de revoir cette image qui a beaucoup marqué hier soir. Le président de la République tirera les enseignements de ce scrutin. Et il le fera dans l'intérêt de la France. Ce soir, c'est bien l'intérêt de la France qui doit être la préoccupation de chacune et de chacun d'entre nous. Ce long silence, cette hésitation, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'interprétez comment, cette image? Oh, écoutez, sur le début, c'est une question de top départ, ça. Ce qui est plutôt frappant, c'est ce visage immobile pendant l'ensemble de la déclaration, avec ce que ça impliquait de gravité, de sérieux, mais je pense aussi de souffrance personnelle. Jean-Marc Ayrault est le grand perdant d'hier soir, et c'est injuste, parce que c'est François Hollande le responsable. Lui, il était l'exécutant, et il est le bouc émissaire. Et je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de, si j'ose dire, de classique en politique, mais néanmoins de dur à vivre. Ah oui. Puis il n'a pas la joie peinte sur le visage naturellement, donc un soir de raclée électorale comme ça, évidemment, on ne va pas le retrouver souriant. On peut se dire qu'il a lâché l'affaire à ce moment-là. Europe 1 indiquait par exemple qu'il avait imaginé démissionner lors de cette déclaration. Non, enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il en a été, mais lâcher l'affaire, on n'a pas compris qu'il avait encore lâché l'affaire. Je crois que ça va se régler dans le dialogue entre François Hollande et lui. Si François Hollande lui demande de continuer, il continuera. S'il lui demande de s'arrêter, il s'arrêtera. Démissionner, je pense que c'est un peu théâtraliser les choses, ça ne me paraît pas correspondre à une réalité, mais enfin... En tout cas, il n'a pas démissionné. En tout cas, l'idée qu'il puisse démissionner sans que ce soit en direct, sans que ce soit avec l'accord de François Hollande, ça voudrait dire que ça n'est pas une démission, ça veut dire que c'est un conflit et un divorce. Et là, il y a un seul précédent, qui est Jacques Chirac sous Valéry Giscard d'Estaing. Autrement, on n'a jamais vu sous la Ve République un Premier ministre de lui-même dire que les conditions ne sont plus réunies pour qu'il continue à exercer ses responsabilités. Il peut rester aujourd'hui? Si le président de la République lui demande oui, vu l'ampleur de la défaite, le lui demander n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Oui, vous, Jean-Michel, vous avez tweeté la dernière grotesquerie en date. Certains veulent garder le Premier ministre et changer de politique. Loufoque, non, point d'interrogation. Oui, enfin là, pour le coup, c'est très compliqué. Si on change de Premier ministre, on fait une politique différente. Si on change de Premier ministre pour garder la même politique, le signal envoyé est quand même assez nébuleux. Et si on fait ce que demandait Europe Écologie Les Verts, garder le Premier ministre et changer de politique, alors là, on n'y comprend plus rien. Donc s'il faut faire des choses simples en politique, je ne sais pas exactement ce que va décider François Hollande, mais si vous changez de Premier ministre, mais si vous ne changez rien derrière, l'effet obtenu par la nomination d'un nouveau Premier ministre sera très limité dans le temps. Ça, c'est une évidence. Alors, moi, je pense d'une part qu'il va forcément y avoir une inflexion sociale d'une manière ou d'une autre, parce qu'après un choc de ce genre, sans précédent, c'est inévitable. D'autre part, il y a quelque chose... alors, hein, parce que les inflexions sociales, vu l'état des caisses... Attendons de voir. On est capable de tout, Attendons de voir. Et d'autre part, je pense qu'un des faits nouveaux, c'est que la violence de cette défaite,
la possibilité qu'elle soit confirmée aux européennes, l'hypothèse selon laquelle quelque chose du même genre à l'échelle européenne se produirait au moment des élections européennes, ça peut donner au gouvernement la possibilité, je dis bien ça peut, je ne vais pas dire ça doit, mais ça peut donner la possibilité de renégocier un petit peu l'étalement de la réduction des déficits, ce qui permet à ce moment-là et de faire le pacte de responsabilité. Renégocier avec qui? Avec Bruxelles, évidemment, pas avec le ciel. Ça fait... Chaque année, on leur demande de renégocier. Et oui. Et un jour, ils vont nous dire, ben non, hein, c'est fini, quoi. Non, ça, je trouve c'est pas sérieux, quoi. Si, non, je trouve que c'est injuste, parce que si on prend ce que sont les déficits publics français depuis 5 ans, je dis depuis 5 ans exprès pour qu'il n'y ait pas de... ce ne soit pas une question partisane, on s'aperçoit qu'il y a, trop lentement, mais qu'il y a un recul progressif des déficits. Bon, ben voilà. Depuis que nous avons fait l'euro, c'est-à-dire l'euro est entré en vigueur le 1er janvier 2002, nous n'avons jamais respecté les engagements que nous avons pris. Mais non, on jamais. est français. Jamais. On n'est pas allemand, on est français. Et on sent bien pointer partout une exaspération quand la deuxième économie de la zone euro est incapable de manière répétée, régulière, de respecter ses engagements. Je doute qu'une demande de cette nature soit bien accueillie à Bruxelles. Et si aujourd'hui, celui qui doit recomposer le dispositif politique en France pense pouvoir obtenir encore un délai supplémentaire, sans doute il va aller vers des désillusions. Eh bien moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il est imaginable, non pas de bouleverser la donne, ce serait stupide. Il faut évidemment qu'on continue sur une trajectoire de réduction progressive des déficits, ça va de soi. Mais que si on fait le pacte de solidarité, ce qui en clair consiste à aider les entreprises, qui ne le sont pas suffisamment aidées aujourd'hui, et qu'en même temps, on mène une politique d'extrême rigueur, il y aura une contradiction entre la croissance qu'on cherche à faciliter avec le pacte de responsabilité et la réduction trop brutale des dépenses. Et donc, il faut trouver un équilibre. Il faut savoir être pragmatique. Et je vous signale que ces idées-là, qui, il y a encore 3 mois, passaient pour totalement hétérodoxes, sont repris y compris chez les Allemands et à Bruxelles. Non pas par tout le monde, bien entendu, mais elles progressent. On se dit, et d'ailleurs le Fonds monétaire international l'a dit. Je vais être obligé de vous arrêter, on est heureux d'avoir reformé votre duo en France, qu'on entendait le matin sur RTL. Que ces idées-là progressent. Je ne sais pas si elles progressent vraiment, mais vu de France, la moindre déclaration du 4e sous-secrétaire d'État nous paraît être une bénédiction. Enfin, je ne sais pas si à la chancellerie elle-même, on est favorable à ce genre de situation. Je parlais avec vous du remaniement. Le remaniement dans les médias, vous serez sur RTL à la rentrée, tous les deux? Bon, ça ne dépend pas de nous. Non. Un peu quand même. De nous, si ça dépendait que de nous, oui, mais ça ne dépend pas de nous. L'envie est toujours là. Oui, ça bien sûr. Mais après, c'est un peu tôt. On est fin mars, il faut patienter encore un peu. Voilà. Il faut vivre avec... Moi, je ne pense pas que ce soit le suspense français numéro 1 en ce moment. Un peu d'incertitude, non. Français, non. Non, mais après, c'est pas une Parisien peut-être. C'est pas une question sans intérêt pour pour nous deux. Les questions sont toujours excellentes. Mais je veux dire, mais elle n'est pas sans intérêt, celle-là, pour nous deux. Voilà. Oui, d'ici là, peut-être pas pour beaucoup plus que pour nous deux. D'ici là, on vous retrouve à 18h30 tous les soirs dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel. Jean-Michel, 6h50, le billet d'humeur, 7h50, l'interview politique et le grand journal. On ne peut pas vous rater. dans la journée. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui au Figaro. On se retrouve très vite.